Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes en juillet et vous regardez Check One sur Zitata TV. Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et vous êtes sur Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Alors, c'est le début des vacances et je suis persuadé qu'il y en a certains qui nous regardent et qu'ils ont déjà pris certains tickets pour des festivals. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Chaque grande vacances, son lot de festivals. Et du coup, on a décidé de faire un petit focus sur ce type d'événement. Pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, le frérot Anthony. Comment ça va, mon gars? Ça va, mon frérot. Et du coup, on va dans des festivals ou pas? Bon, ben, on va essayer de gérer ça. On n'est pas en vacances, t'as capté? Voilà, juillet, août, on est là. On va essayer de trouver du temps. Et pour discuter avec nous de ce sujet-là, on a deux grosses pointures. Gaël Elisabeth, l'organisateur du Baka Festival. Comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Merci. Ça va. Merci pour Le sujet l'invitation. devrait te parler normalement. Ouais, je pense un peu. Tu penses tranquille? On va essayer d'échanger dessus. Voilà, Ok, tranquillement. génial. Et à côté de toi, on a Monsieur DJ Killers. Salut les gars. L'homme des festivals en vrai. On dit ça. Yes, merci pour l'invitation déjà, ça fait plaisir. Vous Merci êtes d'être chaud en tout venu. cas? Oui, on Vous est êtes chaud en tout cas? Cool. Ouais, on est chaud. Yes. Cool. Eh bien ok, c'est parti pour notre partie décryptage. Bon, alors les gars, du coup on va commencer. On va pas rentrer de façon trop théorique. J'ai envie de vous poser une petite question toute simple. Combien de festivals vous avez déjà fait? Enfin, organisé et fait. J'ai posé une colle, on dirait. Non, c'est un petit peu de réflexion quand même, Ouais. quelques secondes. Pour ma part, j'ai organisé un seul festival. J'ai eu la chance d'en faire un avec des amis à l'époque. C'était pour mon anniversaire. Ça s'appelle le Golden Caribbean Festival. Et on avait invité Kalash et Niska. Qu'on big up. On les big up. Et il y avait des artistes qu'on n'avait même pas invités, mais qui se sont invités sur le plateau. Et c'était lourd à l'époque. Et mixer des festivals, bon, peut-être une dizaine, quinzaine en tout. Ouais. Quand on se... Ouais, c'était à la Citadelle du Diamant, voilà. Et c'était une grosse première pour moi avec des chapiteaux, des stands de burgers, des stands de goodies et tout, des partenaires en boisson. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'était vraiment une expérience énorme. Pas forcément, on va dire, rentable financièrement, faut être honnête. Mais c'était une belle expérience et tous les prestataires ont été payés. J'ai essayé de mettre en avant notre culture et tout. Et puis, c'était beau. C'était beau. C'était un bel anniversaire en tout cas. Je ne vais pas le refaire parce que ça demande énormément d'organisation, un festival. On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est limite dépressif quoi, d'organiser un événement comme ça. Et très énergivant. Et puis en termes de DJ, je pense que j'en ai mixé peut-être une dizaine, quinzaine en tout, Ok. à peu près. Ça va, il y a de la bouteille quand même, ça va. Ça va, ouais, je suis pas tout jeune. Hein, quand même. Et toi Gaël, du coup? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, j'en ai pas fait tant que ça, des festivals, en tout cas en tant que client. Par contre, j'ai grandi dans un univers musical assez riche. Par contre, des concerts, j'en ai vu pas mal. Je crois que mon premier concert au Zénith de Paris, je crois que je devais avoir 2 ans. Voilà. En fait, si vous voulez, mes parents, ils gravitent autour de cet univers depuis quand même longtemps, donc j'ai grandi dedans. Donc des concerts de cassage, j'en ai vu des masses. C'était pour citer un peu le contexte. Et organisé, en termes d'organisation, j'en ai 3, je pense, à mon actif. Bien sûr, le plus connu est le Baka, qui aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille dessus. Il y a eu une tentative à l'époque avec un deuxième qui se voulait un peu plus restreint, qui s'appelait le Bowling Village. Donc c'était pareil, c'était aussi tendre vers la dynamique de festival, mais plus avec des artistes locaux. Et puis j'ai été aussi à l'initiative récemment du Love Day à Saint-Martin aussi. Ok. Et voilà, donc ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je suis dans cet univers, on va dire. Génial. Mais du coup, est-ce qu'il faut déjà avoir des bases, baigner dans cet univers-là pour un jour se dire qu'on crée un festival ou...
Alors, c'est assez particulier parce qu'en réalité, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se calcule. Je m'explique. Alors, c'est vrai qu'on parle du bac à festival, mais avant d'en arriver là, ben, j'étais dans une école de commerce et c'est vrai qu'on avait commencé à organiser des petits événements pour nous. Et c'est vrai que d'intégration, les week-ends d'intégration et tout ce les qui rencontres s'ensuit. inter-écoles. Ouais. Exact. Donc, On avait les jeudis, des copains à l'époque, on essayait d'organiser. Après, on a commencé à faire des petits événements entre nous dans des petites structures de Lille. Et avant tout, on a fondé une asso à l'époque qui s'appelle Doucine. Et on s'était dit qu'au-delà du fait de faire quelque chose pour, entre guillemets, gagner des sous, ce n'était pas l'objectif. Mais l'idée, c'était comme Harry essaie de le faire comprendre tout à l'heure, l'idée, c'était surtout de ne pas en perdre. Donc forcément, on était obligé à un moment de se structurer. Et se structurant, ben, on se rend compte que on progresse. Donc on a commencé par des petits événements. Petit à petit, ben, l'oiseau a fait son nid, ça a grossi. Et puis, il y a eu une année où j'ai rencontré des membres d'une autre asso, Mike Cartel, à Paris. Et on s'est dit qu'on était assez complémentaires dans la manière d'appréhender les choses, dans la vision, on était très complémentaires, je dirais. Et on s'est dit, pourquoi pas, au lieu de, à chaque fois, chacun tirer de son côté, pourquoi pas essayer de réfléchir à un événement qui nous parlerait à tous les deux et qui serait peut-être plus gros que ce que nous-mêmes, on nous organisait chacun dans notre coin. Donc c'est là qu'est venue l'initiative, par exemple, du Baka Festival. Quoi. Et donc, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Non Ben, effectivement, je peux dire que je l'ai vu démarrer. On se connaît depuis l'école de commerce. Moi, j'étais à l'IES 972, lui, le GC. Et une petite anecdote qu'on a donnée aussi tout à l'heure, c'est leur première soirée Doucine. C'était des mecs déjà très visionnaires à l'époque. Il y a Sony, que je connais très bien, et puis les autres aussi. Voilà, exact. Depuis les écoles de commerce, on s'appelait déjà, ouais, allons faire un week-end, une journée, on fait un tournoi de football avec tous les maillots de toutes les écoles et tout. Il y avait déjà cette vision et cette organisation, mine de rien, qui est liée justement à nos études, je pense. Cette structure, ce côté marketing, ce côté, on a envie de bien faire les choses aussi, ça, on nous a appris ça à l'école, je pense. Et puis on l'a matérialisé dans un domaine, parce qu'on a tous les deux baigné dans un domaine, je pense, artistique et musical. Donc le délocaliser par rapport à la musique. Leur première soirée, c'était en 2009, au Club Milk, avec DJ Gilles et moi, à l'époque, je démarrais, quoi. C'était un jeune DJ qui aspirait à peut-être avoir une carrière. Et eux, ils aspiraient à devenir des grands organisateurs, mais dès le début, c'était bien amené. Ils ont essayé de faire les choses correctement et ce n'est qu'une suite logique de voir l'ampleur qu'ils ont pu prendre. Harry dresse un tableau parfait, mais c'était très compliqué. En fait, en background, c'est toujours compliqué. Hein. C'est jamais tout rose. Ouais. De toute façon, dans la vie, quand on veut atteindre des objectifs, on peut les visualiser, mais si c'est pas dur, ça n'en vaut pas la peine. Donc en réalité, c'est clair que c'est dur en background, mais quand on voit le résultat, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, mais il faut déjà tenter. Et tenter, c'est déjà réussir parce qu'on parle pas, on reste pas comme un spectateur à toujours parler, quoi. On reste pas sur place, voilà. On y va et puis on apprend. Et puis je pense qu'au jour où on parle en Martinique, faut, sans être vulgaire, avoir des couilles pour oser organiser des événements à grande envergure, quoi. Donc ils sont partis de petites soirées à 150 personnes, des festivals à plus de 15 000 festivaliers, je crois, à peu près. Donc franchement, c'est tout à leur honneur. Et justement, les gars, comment vous expliquez que, en fait, au fur et à mesure des années, tu as parlé de 2009, tes premières organisations de soirées, d'événements, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. La dernière édition a drainé quasiment plus de 15 000 personnes par jour. Comment vous expliquez justement que la population soit de plus en plus attirée par ce genre d'événements? Ce n'était pas des choses qu'on pouvait voir à l'époque de nos parents, enfin pas de cette manière-là. Comment vous expliquez ce changement et cette attirance qu'a la population vis-à-vis des festivals? Alors, si je peux répondre de manière, on va dire, très succincte sur cette question, c'est que je pense que il y a un travail qui a été fait, je pense, de notre génération, hein, et là pour le coup on va se réapproprier ce qui, je pense, nous appartient, et notamment par rapport avec les DJ. Il faut oublier qu'à l'époque, le Baka Festival, au départ, c'était un festival de DJ. Uniquement DJ. Ouais, uniquement DJ. Parce qu'on s'était dit en réalité que
et ça c'est par rapport à nos différentes expériences et différents échanges. En tout cas, moi, c'était mon cheval de bataille. Je disais qu'on a des DJ talentueux en Martinique qui sont des fois plus forts que des DJ anglo-saxons, internationaux. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre à Trinidad, Londres et un peu Toronto aussi. Et du coup, j'ai rencontré de grands DJ qui avaient pignon sur rue, qui étaient vraiment mis en avant comme étant the best of the world. Et techniquement, je me disais, mais c'est pas possible. Killer aussi le mange. Gilles le mange, et j'en passe des... Et je me suis dit, il y a peut-être un travail à faire. Donc on a à l'époque, imagine un festival, mais de DJ. Par contre, on avait mis une charte à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, où on disait à chaque DJ d'essayer de rentrer dans un univers, donc il créait l'univers, et nous derrière, on avait essayé de matérialiser. Donc en fait, il y avait une succession de DJ, mais c'était des sets différents en fait. Chaque DJ travaillait. Jusqu'à maintenant, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que déjà, ça nous a permis de se différencier par rapport à ce qui se fait, je pense, pendant l'année. C'est-à-dire que même si on peut voir un Killers tous les week-ends, les festivaliers, ils savent que quand ils vont le voir, la proposition sera différente. C'est un tableau artistique. Au début, c'était un peu difficile, je me souviens, dans les mœurs des DJ à l'époque, de rentrer dans ce schéma. C'est-à-dire qu'un DJ qui mixe en soirée ne mixe pas pareil en festival, ne mixe pas pareil en afterwork, ne mixe pas pareil dans différents types d'événements. Ça, il fallait l'amener et créer cette éducation, mine de rien, parce que c'est pas culturellement, comme tu disais à l'époque, quelque chose qui était de chez nous, les festivals de DJ. Donc qu'un DJ vienne sur scène et propose un tableau artistique avec une énergie, avec un univers, avec une charte, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et il a fallu le matérialiser, l'amener d'année en année. Et on voit, même dans les tableaux artistiques qui sont proposés à chaque festival, chacun met du sien et on voit le résultat, quoi. Donc pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès des festivals, c'est que c'est une parenthèse artistique pendant l'année. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait que lorsqu'on vient dans un festival, en tout cas c'est l'idée que je me fais, lorsqu'on vient dans un festival, on va y trouver une proposition musicale, une expérience client différente qu'un concert, qui a aussi ses atouts. Mais dans le festival, on va dire qu'on est plus dans une globalité. On n'est pas que sur de l'artistique, on est sur de l'émotion, on est sur du visuel, on est sur des activations aussi avec les partenaires. Donc on est aussi dans une espèce d'univers limite de parc d'attractions. Donc en fait, c'est tout ça réuni qui fait que, pour moi, un festival, ça reste un moment fort différent de ce qui se fait pendant l'année, en fait. En fait, en gros, les festivals agissent comme une sorte de microéconomie en fait, en elle-même, mais du coup, première fois, vous participez à des festivals ou vous en créez. Comment justement joindre les deux bouts, aller voir des partenaires, comment ça se passe en fait? Comment créer l'équipe qu'il faut pour tout ça? Déjà, alors nous, déjà, c'est peut-être une des formations professionnelles, effectivement. Par nos formations, donc on a une formation contrôle de gestion. Donc déjà, nous, en fait, il y a une vérité, dès qu'on fait des réunions, c'est le tableau Excel qui parle, en fait. Et c'est pas, je vais presque limiter notre rôle à rien du tout, mais en réalité, c'est vrai, si le tableau Excel te dit non, ça passe pas, mais tu auras beau vouloir mettre 4 flammes sur la scène, si tes chiffres te montrent que ça ne va pas le faire, tu n'y vas pas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver une stratégie sur le long terme d'évolution. Donc nous, en fait, dès le départ, on s'est dit, en 2013, le tableau, quand on s'est rencontrés, on sait jusqu'à maintenant exactement où on veut aller. Mais on sait que pour y aller, on ne pourra pas y aller en un an, en fait. Donc en fait, on a commencé dans une petite structure. Donc on était pendant 3 ans en vase clos, on va dire, dans un hôtel. Donc on a surtout travaillé sur la partie logistique, la partie technique aussi, avec les prestataires, commencer à, entre guillemets, fédérer aussi des prestataires qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Aujourd'hui, on a des prestataires qui travaillent pendant 1 an ensemble pour savoir comment ils vont mettre en place une scénographie particulière. Donc voilà, donc on a petit à petit mis en place chaque année un nouveau maillon dans la chaîne. Et ce qui fait que chaque année, on a l'impression que c'est facile, en fait, mais en fait, on part toujours d'une base que l'on va essayer d'améliorer chaque année, petit à petit. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui,
On nous aurait dit à 6 ans qu'on aurait mis 15 000 personnes joueront sur une plage, on n'y aurait pas forcément cru. Parce qu'au début, déjà, ne serait-ce qu'organiser un événement avec 1500 personnes jour, c'était déjà énorme pour nous. Et même, et là je vais peut-être vous surprendre, même aujourd'hui en organisant un événement à 15 000 personnes, en réalité, dans l'écosystème des festivals, en tout cas si on se met dans une logique mondiale, on est un petit événement. Aujourd'hui, bon... Ouais, par rapport au Coachella, les Ardentes, ce genre d'événements, tu veux dire? Exactement. Foundation et compagnie. Ouais. Exactement. Ouais. Après, on a nos spécificités. L'insularité aujourd'hui fait que malheureusement, il y a certains leviers qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, j'espère que, en tout cas, ça s'améliore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut peut-être pas encore attirer énormément de personnes chez nous parce que, je vais prendre l'exemple, ne serait-ce que sur la proposition aérienne qui est faite, elle n'est pas si énorme que ça, même si ça progresse. Donc aujourd'hui, on est quand même, mine de rien, limité dans ce que l'on propose. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça, on va s'asseoir et on réfléchit sur la meilleure manière de pouvoir composer avec tous ces éléments pour faire un événement de qualité chaque année. Alors, du coup, moi, j'aimerais aussi ton point de vue pour le côté artiste, Killers. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste local d'être sur un plateau comme celui du Baka Festival, de jouer devant plus de 15 000 personnes? Qu'est-ce que ça représente pour la carrière d'un artiste local? Je pense que pour un artiste local ou un DJ, mais après un DJ maintenant, moi, je considère que c'est un artiste, surtout sur ce type d'événement, je pense que c'est sa consécration annuelle. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour les autres DJ, mais moi, mes années sont comme des saisons. Et donc, elles recommencent chaque année avec des nouveaux objectifs. Et puis, cette consécration qui est de regrouper, par exemple, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais qui vivent en France. Donc, ils vont rentrer en Martinique pour le Baka Fest. Du coup, c'est leur proposer un tableau artistique qui regroupe tout ce que j'ai pu apprendre et maîtriser pendant l'année. Et leur offrir un show de qualité et les surprendre sur ce show-là. Donc c'est important, chaque année, de représenter son propre travail sur un événement à grande envergure, parce qu'en soirée, on a des niches. Il y a des gens qui viendront quand je fais des concepts hip-hop, des gens qui viendront quand je fais des concepts dancehall ou des soirées urbaines normales. Mais sur un festival, tu as tous ces publics-là réunis, et je pense que c'est important pour un artiste, un DJ, d'avoir cette espèce de challenge annuel où il doit en fait pas prouver, mais représenter son propre talent en fait, son propre travail sur une scène à grande envergure, parce qu'effectivement là on est sur un format de 15 000 personnes, donc voir les foules en l'air, voir tout le monde satisfait par son travail, je pense que c'est une espèce de consécration et de reconnaissance mine de rien artistique. Donc c'est important pour un artiste local déjà sur son île de représenter son travail et son île. Mais justement, l'édition précédente, on a eu des artistes de la nouvelle génération tels que Titoff, Josie, Kima, qui, mine de rien, sont déjà installés. Qu'est-ce que, justement, pour ce type d'artistes qui s'exportent de façon nationale et voire même internationale, est-ce que pour eux, justement, tu en fais partie, revenir au pays, performer devant 15 000 personnes, est-ce que, justement, la population, même, c'est quelque chose d'ancré, on attend ça devant des jeunes artistes revenir, même pour eux, quel gain qu'il y a dans ce type d'événement? Déjà, si je peux passer un message au public, avoir des artistes martiniquais qui nous représentent dans le monde ou au niveau national, c'est une fierté. Donc il faut que le public antillais et martiniquais soit de plus en plus chauvin envers nos artistes. Et à chaque fois qu'on a la chance d'avoir nos artistes qui reviennent chez nous, on devrait payer et venir en masse les voir. Ça, c'est un. Donc deuxièmement, c'est important que le public arrive à ancrer ça dans sa tête. Parce que certes, il y a des artistes internationaux qui vont venir, mais la plupart du temps, on ne va pas se mentir, ils ne connaissent pas le quart des sons des artistes internationaux. Par contre, quand un artiste caribéen, francophone, antillais qui revient chez lui pour performer, fait une proposition artistique sur scène par rapport à ce qu'il a pu créer pendant l'année, on devrait déjà tous venir le voir. Okay. Ça, c'est un. Deuxièmement, du point de vue artistique, je pense que pour l'artiste, c'est important de rester proche de sa communauté souche. C'est-à-dire, tu es martiniquais, tu as grandi en Martinique, tu as évolué, certes, tu vis à l'international, c'est très bien pour ta carrière, mais n'oublie pas tes racines. De temps en temps, pas tout le temps, mais s'il y a l'opportunité, c'est important
je trouve, de revenir chez soi et de montrer son évolution. Et puis de big up, quoi. Tous ceux qui étaient là peut-être dès le départ, qui t'ont pas vu depuis 2 ans, 3 ans, et là tu reviens en Martinique pour un show, pour un festival, ou le BACA, un festival ou autre, mais il faut revenir de temps en temps. Donc je pense que c'est important. On a vu aussi avec Dantologie, même l'édition précédente, qu'il y avait quand même pas mal d'années d'absence, et on a vu quand même Il y avait un engouement. Il y avait un super engouement autour de lui, tu vois, c'était pas mal quand même. Ouais, ça, c'est une vraie fierté. Et c'est vrai que déjà sur l'édition 2023, d'ailleurs, un peu expliquer un peu pour expliquer le mood de cette édition. Déjà, quand vous regardez le visuel, en fait, le visuel, il représente un oasis. Et en fait, l'idée pour nous, c'était surtout de matérialiser un peu le retour aux sources. On veut vraiment, en tout cas cette année, partir dans une édition où on a recaribéanisé le festival. Parce que, bon, je vous apprends rien, la Caraïbe est considérée comme le 6e continent de par sa richesse en termes de production musicale. Voilà, ce sont en termes de kilomètres carrés, c'est pas énorme, mais quand on regarde 90% des musiques, des influences musicales viennent de la Caraïbe. Si on prend la salsa, le reggae, la bachata, le zouk, voilà, je vais pas lancer un débat dessus, mais voilà, en gros, l'idée, c'est qu'on a un savoir-faire aux Antilles, et puis dans sa globalité dans la Caraïbe. Et l'idée pour nous, c'est de montrer en fait que chez nous, on a ce talent. Le BACA, lorsqu'on l'a créé, on voulait que ce soit le carrefour des cultures caribéennes. Après, par extension, on a voulu que ce soit le carrefour des cultures afro-caribéennes. Donc, on a ouvert aussi à certains artistes africains. Mais toujours pour rester dans cette logique, en fait, de montrer qu'on est capable de proposer une scène d'expression, pas forcément avec ce qu'on appelle des artistes internationaux, parce qu'on a toujours l'impression de ne pas être internationalisable, je ne sais pas si ça se dit, mais alors qu'en réalité, maintenant, et j'ai presque l'impression, ça c'est Kilo, je me permets, je pose une question à Kilo, je suis presque en train de me demander si on ne sort même pas compte, en fait, on n'a même pas conscience de ça, en fait. Je ne vais pas lancer un débat sur Chata, mais moi, je pars du principe... mais oui, je vais le lancer, c'est pas grave. C'est très intéressant. Non, mais en vrai, moi, je suis avant tout un amoureux de musique. Dans une autre vie, je chantais, mon surnom c'était Mélomane, voilà, c'est un peu ça. C'était vraiment ça le délire. Moi, j'écoute tout type de musique. Et c'est vrai que moi, j'ai une grosse tristesse par rapport au zouk, parce que quand on se rend compte, en fait, le zouk a subi les mêmes critiques lors de sa création que le chata aujourd'hui. Exactement. Moi, je pars du principe que la création n'a pas de cadre, en fait. Chacun est libre de créer ce qu'il veut. À la fin, c'est le public qui choisit. Après, chacun va le moduler comme il veut. Mais à partir du moment où quelque chose que l'on a créé plaît à un grand nombre à l'international, moi, je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur que le zouk, en fait. C'est-à-dire que là, on a une exposition et ça va aller en grandissant. Moi, je me dis, Maureen, là, elle a reçu un prix au BET Award. Il y avait Kalash aussi qui avait déjà été récompensé. Donc, à un moment, c'est soit on regarde on peut prendre l'exemple aussi de Meryl avec son Planet Cup qui a été pour moi phénoménal. Tu vois, c'est historique pour la Caraïbe. On commence à s'exporter. Et même le show de Kalash aux Flammes, qui a été exceptionnel et qui était le show le plus relayé de cet événement. Et puis aussi, quand même, en première partie d'Hendrick, quand même, tu vois, aussi, on commence à sentir que notre petit pays, notre petite culture... Mais en fait, cela a toujours été, et pour être transparent avec vous, il y a beaucoup d'artistes internationaux, ils regardent tout ce qu'on fait, ils s'inspirent de tout ce qu'on fait, c'est qu'à l'époque, ils ne le disaient pas. Parce que nous-mêmes, n'ayant pas confiance en nous, on ne s'internationalisait pas, ou on pensait que ce n'était pas possible. Mais il a suffi que 2-3 tentent et frappent aux portes, en fait, on commence à obtenir une micro-reconnaissance qui nous est due depuis plus d'une décennie, en fait. Mais justement, en fait, quand tu parles de ça, on va prendre l'exemple du chata. En fait, en ce moment, on voit que certains artistes disent oui, mais en fait, le chata, c'est parce que nous, on a travaillé dessus, c'est parce que nous, à un moment donné, on a pu pousser le dancehall, etc. Et moi, je ne trouve pas le débat concluant, en fait. Non, mais en déjà, fait, ça part et on devrait en profiter, en fait, en soi. En vrai, de toute façon, beaucoup d'artistes peut-être internationaux voudront s'approprier quelque chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Parce que sans prétention, tu demandes à un DJ de métropole né en France ou né aux États-Unis de refaire ce que nous on sait faire,
il va gratter sa tête. Par contre, nous, on sait faire ce qu'ils savent faire. Donc, l'oreille, la musicalité, je ne dirais pas qu'on est les meilleurs du monde, mais ce qu'on a, notre essence caribéenne, dans le bassin caribéen, comme il disait, c'est un patrimoine, c'est un melting pot qui crée un patrimoine énorme musical. Donc, on a été bercé par le zouk, par le compas, par la salsa, par le merengue, par la soca, par le calypso, dancehall et compagnie. Tout ça a créé chez nous des sonorités qui permettent au jour d'aujourd'hui à des jeunes beatmakers de 18 ans, 20 ans d'être pris par des artistes internationaux pour leur faire des instrus. Parce que c'est facile pour nous, c'est pas méchant, mais un Atoxi ou un autre beatmaker comme ça va te faire une instru chata en 5 minutes. Alors qu'un DJ ou un beatmaker qui est né, je sais pas, ailleurs, va le faire. Mais il devra s'inspirer de ce que nous on a fait. Alors que nous, sans inspiration, juste parce que c'est de chez nous. Donc il ne faut pas qu'ils essayent de s'approprier ce qui nous appartient. Le chata, déjà, à la base, c'est une expression. Quand on était au collège ou au lycée, quand on disait ça c'est chata, c'est parce que c'était long. C'était long, c'était pression, même une meuf qu'on trouvait bien. Ah ouais, moi c'est les chata, tu vois. Logique. Donc en fait, c'est une expression qui a été déclinée, un style de musique, parce qu'en fait, c'est un style de musique qui emmenait de la pression. Il y a APK Family, il y a les QLM, il y a des gens comme ça qui ont commencé vraiment à créer cette espèce d'engouement, de pression en soirée avec ceux qui disaient ah ouais c'était chata, voilà tous ces artistes là, ah ouais c'était chata, la soirée était chata. Mais le style qu'on retenait sur le chata, c'était une espèce de dancehall hybride qui était un mélange de plusieurs sonorités quand on regarde bien, avec des fois beaucoup de création et moins, mais l'effet est elle-même. C'était dansant, c'était entraînant et ça restait en tête. Donc ça s'est créé le nom chata, mais il faut savoir qu'à la base, c'est une expression qui vient de chez nous. Et une expression qui vient de chez nous, même pas forcément de chez nous, en Jamaïque, déjà c'était chata, déjà ils employaient ce mot-là. Tu vois, quand tu écoutes des sons de Shabba Ranks ou des choses comme ça, dans leur texte, des fois ils employaient des mots comme ça. Donc nous, on m'a dit martinicalisé, je sais pas, ça se dit, je vais peut-être créer un mot. Mais en tout cas, c'est une expression qui est devenue un terme et qui est devenue un style de musique, un dérivé de la dancehall, mais ça reste de la dancehall. Mais justement, pour ce type de festival comme le Baka Festival, alors justement, il y avait une petite polémique justement par rapport à ce style chata, puisque qui dit chata dit condition chata et tout ce que ça implique. Et quand on a justement plus de 15 000 personnes, donc différentes tranches d'âge, comment on fait justement dans l'organisation musicale, dans la playlist qu'on prépare, comment on fait pour savoir, bon, on va jouer la partie chata à telle période, parce qu'on sait qu'à telle période, on aura une affluence de personnes soit très âgées ou plus jeunes, tu vois, comment on fait pour à savoir à quel moment on passe du chata ou pas du chata? Bon, sur un festival, je pense que déjà il faut sortir du cadre soirée. Un DJ qu'on va booker sur un festival qu'on va faire passer à 14h, si sa spécificité et son style c'est dancehall chata, ben qu'il fasse du dancehall chata, même à 14h, parce qu'il aura forcément quelqu'un qui viendra pour l'écouter lui à l'heure à laquelle il passe. Donc il ne faut pas qu'il se dénature. Mais il faut qu'il ait une proposition artistique, parce que c'est un festival, sans dénaturer son style de prédilection. Donc quand ils font leur line-up, de temps en temps on est consulté en tant que DJ avec de l'expérience pour savoir ce serait mieux à quelle heure de mettre tel DJ, tel DJ, tel DJ. Mais en vrai, le but c'est que la personne qu'on book s'exprime à l'heure à laquelle il doit passer. Exact. Et puis je vais peut-être casser un mythe. On a l'impression, en tout cas sur les festivals, que effectivement la musique en vogue, pour le coup, c'est le chata. Que pour que les gens s'ambiancent, il faut que du chata. Mais j'ai été surpris de voir que, puisqu'on fait des retours d'expérience clients aussi sur le festival, l'un des shows qui a le plus marqué l'année dernière a été le set d'un groupe de compas. Ok. Et en réalité, on se rend compte en fait que la musique elle est universelle. Dès que l'émotion est là, la vibe est là, en fait, dans l'instant, tout le monde s'amuse. On aurait pu mettre un Charles Aznavour aussi. Je suis sûr qu'à tue-tête, tout le monde aurait chanté du Charles Aznavour. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur aussi de casser les codes. Et c'est ça aussi la magie du festival. C'est-à-dire que dans un festival, je ne vais pas dire qu'on peut se permettre de mettre n'importe qui. Mais en fait, c'est presque ça le but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se servir de cette scène pour peut-être mettre des artistes qu'on n'aurait pas forcément mis si c'était une soirée ou un concert. Là, on a une plage d'expression plus large. Eh bien, on peut décider demain de mettre un DJ à ma piano, par exemple. Voilà. Tu vois. Donc le Baka Festival peut ouvrir des portes et des carrières, du coup, si on regarde cela Ça comme peut ça. développer. Ouais, je pense.
après des carrières. Je vais pas, on n'a pas la prétention de le dire, on n'est pas là. C'est pas notre but non plus. Mais si on peut indirectement participer à entre guillemets, la médiatisation et la visibilité d'un artiste, on y va. Alors, ça, je ne suis pas peu fier de le dire. Aujourd'hui, le BACA Festival est l'un des événements les plus digitalisés des Antilles. On va y venir. Et ça, c'est très important pour nous aussi, de permettre à tous les artistes de profiter de ce flux-là aussi. Donc justement, avant de venir sur l'aspect digital, actualité oblige. Bon, en ce moment, je pense que vous voyez à chaque semaine quasiment, il y a toujours un décès, un mort ou quoi, voilà. J'ai quand même envie de poser la question de la sécurité parce que c'est important et il faut rassurer aussi les gens qui viennent au festival. Qu'est-ce que ça représente en termes de dispositif, un événement tel que la BACA, enfin le BACA Fest? Alors, aujourd'hui, si on prend les chiffres, aujourd'hui le BACA Festival est l'événement en Martinique qui a le plus gros dispositif de sécurité privé et même au niveau de l'État aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un dispositif d'agents de sécurité qui est énorme pour le coup, plus de 200. On est aussi en convention avec les services de l'État, donc la gendarmerie, pour ne pas les citer, et qui font un travail aussi conséquent en amont du festival, qui travaillent avec nous aussi pour faire la charte de sécurité, la trame de sécurité. Donc aujourd'hui, on est dans un dispositif qui s'appelle Grand Rassemblement. Et ces grands rassemblements aujourd'hui sont chapeautés par la préfecture. Donc aujourd'hui, notre trame de sécurité, elle est non seulement travaillée avec les organes de la préfecture, mais validée surtout par eux. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une logique où on décide de faire une trame. C'est eux qui limitent, qui nous accompagnent et qui valident après. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est le premier poste de dépense du festival. Et c'est quelque chose sur lequel on économise pas en tout cas. Génial. La parenthèse sécurité, c'était important de le dire. Maintenant, on va passer sur un petit côté un petit peu plus business. Tu as parlé de digitalisation. Depuis 2018, on sent que le concept du BACA Festival essaie de se moderniser. Il y a le principe du bracelet cashless, bracelet RFID. Voilà, est-ce que du coup tu parlais de digitalisation, ça c'est une des innovations. Quelle autre innovation justement l'événement propose? C'est vrai déjà que amener le cashless ici, c'était quelque chose d'assez particulier. Parce c'est vrai qu'on est quand même, on a nos habitudes avec nos cartes bancaires et même des fois certains aiment aussi avoir leur espèce et dépenser. Aujourd'hui, le cashless apporte deux solutions pour moi, entre guillemets, pour le consommateur. C'est qu'il peut maîtriser sa consommation. Donc techniquement, en réalité, on peut plus facilement se mettre un budget. Moi, je parle pas que du côté organisateur, je parle du côté client. Je me dis qu'aujourd'hui, on peut se mettre une limite et se dire, voilà, pour le week-end, voilà ce que j'aurai. C'est l'argent que j'aurais décidé de charger de mon portable, pour le coup, sur le bracelet ou dans nos bornes, que je vais dépenser. Donc déjà, là, aujourd'hui, le client, je pense que il sera déjà plus safe dans sa manière de consommer. Et puis derrière, nous, là, sur le côté organisateur, c'est un outil qui est très, très important pour nous parce que ça nous permet d'optimiser le festival. Parce que, si vous avez certainement déjà dû les activer, on vous demande un certain nombre d'informations. Une fois qu'on a ces informations, vous pouvez aussi nous faire des retours et ça nous permet aussi de nous améliorer et d'avoir des retours clients disant que ouais, ça n'a pas trop été, ça par contre on a bien apprécié. Et derrière, en fait, ça nous permet de calibrer pour pouvoir au final satisfaire au mieux le festivalier. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années dans les festivals internationaux. Donc on l'a amené en 2018 de manière hybride. On est resté sous l'ancien système mais aussi sous le nouveau système et on a vraiment passé le cap en 2019, on est devenu en full cashless. Et en plus d'être un outil digital, aujourd'hui, c'est même devenu un outil de collection. Yeah. Parce que j'en connais certainement. Il y a des festivaliers, en fait, en réalité, ils gardent chacun de leurs bracelets. Et en fait, ça c'est même devenu un souvenir, en fait. Voilà. Est-ce que vous allez pousser justement dans le développement de nouvelles technologies ou l'utilisation de nouvelles technologies sur le festival? Voilà, même sur le côté aussi éco-responsable.
je sais pas, peut-être des initiatives de reprendre certaines choses, de les réutiliser pour... voilà. Aujourd'hui, on a une équipe totalement dédiée, donc on est plus de 70 à travailler sur le festival, donc on a une équipe qui est totalement dédiée à la question environnementale, donc c'est Vincent et Georgia qui s'en occupent, donc salut à eux. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de tendre vers l'éco-responsabilité. Parce qu'on n'a pas encore malheureusement la prétention de dire qu'on est un festival éco-responsable, parce qu'aujourd'hui, comme faire un festival, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc chaque année, on apporte des améliorations. Aujourd'hui, depuis 2018, on a des bornes de tri, on trie nos déchets. 80% des matériaux qui sont utilisés sur le festival sont en bois, donc des matériaux réutilisables. Yes. On ne jette pas ce qu'on utilise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des éléments que l'on va réutiliser cette année qu'on a fabriqués depuis 2018. Donc on stocke, comme ça on limite en fait, entre guillemets, à notre humble niveau, notre impact carbone, on va dire. Et on va pousser l'expérience un peu plus loin, en créant une charte aussi avec nos prestataires, pour qu'eux-mêmes aussi, ils tendent de plus en plus vers cette éco-responsabilité. Okay. Parce que bon, peut-être que ce sont des petits gestes, mais fait par des milliers de personnes, ça commence à avoir un impact. Pareil, on a intégré aussi les éco-cups, donc beaucoup aussi collectionnent, mais avant tout, l'éco-cup, elle est là aussi pour limiter le déchet. Le plastique surtout. Donc en réalité, une éco-cup, quand on la récupère, on l'utilise les 2 jours. Moi, j'en ai toujours. Et limite, on repart avec chez soi. Donc au final, on est beaucoup sur ce genre d'actions qui, petit à petit, rentrent dans les mœurs, en tout cas, je trouve, de tous les événements. Yes. Et voilà, pour nous, c'est une bonne chose. Les gars, super. Bon, on n'a pas assez de temps, justement, pour développer toute la partie du festival. Mais rapidement, en quelques secondes, à quoi on pourrait s'attendre à cette édition 2023 du Baka Festival? Je m'adresse à vous deux. Hein. Je m'adresse à vous deux. DJ Killers va nous faire un show exceptionnel, comme d'habitude. On doit travailler sur le tableau en plus, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'essaie chaque année d'apporter une couleur, yes. une charte avec de l'énergie, des messages dans mes shows. Et l'année dernière, j'ai fait un pari, hein, je n'ai pas fait, comme il disait, je n'ai pas fait ce qui fonctionne le plus facilement, c'est-à-dire je n'ai pas fait un set chata. Et j'ai eu énormément de tweets, énormément d'avis qui m'ont dit, tu vois, on avait beaucoup de sets et finalement, le tien, on a bien aimé parce que tu as amené un message, une proposition, une couleur avec des styles de musique où on a voyagé dans un seul set. Et je pense que c'est ce que j'essaye d'apporter en tout cas musicalement. Et puis je pense qu'eux aussi, à leur niveau, organisateurs essayent de faire un plateau en même temps homogène, mais en même temps avec des individus cohérents et qui ont leur personnalité pour justement permettre au public de passer un bon moment et une belle expérience artistique. Quoi. Génial. Voilà. Bon on y sera, je crois, tranquille. J'espère que vous qui nous écoutez, vous serez de la partie aussi. Il faut venir. C'est de belles surprises qui nous attendent, je pense. Ouais. Ok, merci les gars. Merci. Mais maintenant, cette partie décryptage est terminée. On va se focaliser un petit peu plus sur votre parcours, votre profil et votre portrait. C'est parti. Yes, du coup, c'est parti. On va commencer par toi, Gaël. Donc, avant d'être l'organisateur du Baka Festival, on va revenir un petit peu à l'origine et on va savoir, du coup, comment tu en es arrivé là. Donc, par quoi tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ok. Comme j'expliquais un peu tout à l'heure, moi, j'ai suivi un cursus plus ou moins classique, donc école de commerce. Et après, j'ai continué surtout dans le transport aussi, puisque c'est avant tout ce cursus-là que j'ai commencé. Et après, en fait, avec des amis en école de commerce, on a commencé à faire des événements, comme j'expliquais. Et puis, on s'y est pris au jeu. Et petit à petit, on a voulu structurer les choses. Et en voyageant aussi, pendant nos études. Moi, en fait, c'est surtout, je répète souvent cette histoire, c'est quand j'étais à Trinidad que j'ai reçu une claque, en fait, parce que c'est en allant à Trinidad en 2010 que je me suis rendu compte qu'on est dans la Caraïbe, mais on n'est pas considéré par les Trinidadiens comme étant des Caribéens. Et ça m'avait vraiment fait mal. Et je me souviens, quand je discutais avec mon ami de l'époque, le premier réflexe que j'ai eu, c'est prendre mon ordinateur et lui montrer une vidéo du carnaval de Martinique. Je lui dis, ouais, tu me dis des trucs, mais regarde, nous, c'est ça, en fait. Okay. Et il me dit, putain, il y a ça chez vous. Ah ouais, mais c'est la même musique, vous dansez comme ça et tout. Et là, je me suis dit, oula,
il y a une cassure en fait entre les Antilles françaises et le reste de la Caraïbe. Et du coup, là, tout de suite était venue l'idée de créer un festival ou un événement, on n'avait pas encore l'ambition de dire festival, ou un événement qui serait en quelque sorte une passerelle, où on aurait créé des échanges entre des artistes trinidadiens, barbadiens, martiniquais. Et au début, c'était ça l'idée. Juste le délire, c'était de créer une passerelle pour que, en fait, notre culture déjà s'exporte chez eux, qui sont même pas à 30 minutes de vol. Et c'est de là qu'est née en fait l'envie de faire ce festival. D'ailleurs, on l'a appelé Bacchanal à l'époque. Voilà, en 2013. En 2013, ouais. C'était Bacchanal et ça aussi, ça a été quelque chose qui a été... alors, c'était notre fait peut-être, on avait mal marketé le produit peut-être, puisque on a subi beaucoup de critiques de personnes disant « Ouais, vous êtes café en Bacchanal », dans le terme créole. Ouais. Alors qu'en réalité, lorsqu'on discute avec les Trinidadiens et qu'on commence à connaître leur véritable histoire, le terme bacchanal est plus qu'un terme revendicateur et un terme qui est chargé d'histoire. Et c'est vrai que naïvement à l'époque, on s'était dit, mais on va faire notre bacchanal en Martinique, mais un bacchanal anglo-saxon. D'ailleurs, il s'écrit B-A-2-C-H-A. Ouais. Ça n'a rien à voir pour le coup à l'époque avec le bacchanal qu'on disait. Pour faire simple, le bacchanal à Trinidad a cette force parce qu'à l'époque, en fait, lorsque les anciens esclaves jouaient du tambour et entre guillemets chantaient leur chant après la coupe de la canne, certains anciens colons avaient tendance à leur dire « cessez-moi ce bacchanal ». Parce qu'effectivement, étymologiquement parlant, bacchanal, c'est quelque chose de péjoratif. Un petit bordel entre du nous. bruit. Ouais. Si on rentre encore plus loin dans l'histoire, sous le Directoire français, donc sous Louis XV, Louis XVI, le bouffon du roi distrayait les spectateurs avec le bacchanal pour pouvoir permettre aux techniciens de changer de décor. Donc c'est un terme effectivement qui part d'une étymologie assez péjorative, qui a toujours eu une connotation péjorative. Et c'est vrai que lorsque les anciens esclaves jouaient du tambour, le colon leur disait « cessez-moi ce bacchanal, arrêtez votre bordel ». Et en fait, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage à Trinidad, les anciens esclaves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus dans la rue, ils se sont déguisés en colons et ils ont fait le bacchanal on the road, ce qui est la création aujourd'hui du deuxième plus grand carnaval du monde. Donc tout de suite, lorsqu'on connaît l'histoire des choses, ça donne du sens au mot et c'est vrai que mais on n'allait pas s'amuser à expliquer cette histoire à chaque personne. Il ne s'agit pas d'une bacchanale où les gens... Mais voilà. Donc il y a une transition entre la bacchanale de 2013 jusqu'au Bacca Festival. Ouais, en 2017, on a senti que malgré le fait qu'on essayait d'expliquer, de faire comprendre qu'il y avait une véritable réflexion derrière cet événement, que c'était entre guillemets un événement revendicatif pour pouvoir mettre nos artistes en avant avec un échange avec d'autres artistes de la Caraïbe. On a essayé pendant 3 ans. On a vu que ça nous fermait les portes, clairement, sur certains partenariats, parce qu'ils ne voulaient pas comprendre, ou ne voulaient pas écouter, ou même s'ils comprenaient, eux-mêmes se disaient que, ouais, il va falloir expliquer. Ouais. On s'est dit, vous savez quoi? On va changer, on va créer un nouveau nom, on va créer un nouvel événement qui s'appelle Bacca Festival, qui pour le coup nous a permis de nous ouvrir sur le monde, puisque à l'époque, Bacchanal, on était très soca. Ouais. On était très fermé sur une culture soca et on se disait qu'on allait faire un gros événement soca aux Antilles. Et en faisant le Bacca Festival, ça nous a permis d'ouvrir aux cultures afro-caribéennes. Et depuis, c'est le Bacca Festival. Et même les puristes vont toujours dire Bacchanal. Pas malheureusement, c'est de là qu'on vient, on renie pas ses origines. Mais aujourd'hui, c'est véritablement le Bacca Festival. Voilà. Mais du coup, en tant qu'entrepreneur, comment toi, tu arrives à gérer tes détracteurs, les gens qui ne croient pas en toi, qui te disent que bon, peut-être ton idée est farfelue, que tu rêves debout. Comment tu arrives à gérer tout ça? Honnêtement, alors là, je vais lancer le débat vraiment, je vais l'élargir. Je pense que malheureusement, pourtant je suis un produit de l'éducation française, donc je ne renie pas du tout mon cursus, c'est pas le débat. Mais je pense qu'en France, on a une formation et une éducation limitantes. Totalement. Et moi, j'ai pris une deuxième claque, donc merci le AGC, pour le coup, je ne fais pas de pub pour eux, ils ne m'ont pas payé, c'est gratuit, mais c'est vrai que grâce à ce cursus, j'ai pu voyager. Et j'ai vécu 8 mois à Londres. Je vais dire 8 ans, lol. J'ai vécu 8 mois à Londres, mais c'était l'équivalent de 8 ans de vie pour moi parce que je travaillais dans une structure là-bas.
déjà, j'étais confronté à la mondialisation d'entrée. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur comment dire, du sentiment, du ressenti. On était non que sur de la performance et du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'était sur la méritocratie. Tu travailles, tu as. Tu travailles pas, t'as pas. C'était beaucoup plus binaire. Donc déjà, ça te formate à déjà te dépasser toi-même, ne pas te reposer sur tes lauriers. Et juste à dire les choses, mon patron de l'époque, c'est un Anglais d'origine pakistanaise. Je travaillais dans la structure, on gérait les stocks en ligne déjà à l'époque des hôpitaux de Londres, NHS. C'était développé en Inde et nos clients étaient en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Angleterre. Donc en fait déjà, on discutait avec différentes cultures et là ça m'a déjà ouvert l'esprit. Je discutais avec des Anglais, je discutais avec des Sud-Africains, je me disais que en fait, la Martinique c'est une belle île, mais il n'y a pas que ça. Et une fois qu'on a compris en fait que le monde ne s'arrête pas à nos 1100 km², je pense qu'on peut se mettre à rêver. Et quand je suis rentré ici pour le coup 2012, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Mais non, pourquoi vous voulez faire ça ça ne va pas marcher, les gens ici, c'est pas comme ça, c'est pas comme si... » Donc c'est soit on écoute et on fait rien et on reste dans une espèce de cadre défini, soit on ose, c'est pas facile, parce que mine de rien, jusqu'à présent, on apprend. C'est compliqué de faire un festival, mais en fait, en avançant, en gardant son objectif en tête, finalement, on avance petit à petit. Et je pense que c'est un peu la même chose pour Killers. Je me permets de parler à sa place parce que pour le coup, j'ai aussi vu son évolution. Justement, on va enchaîner sur lui. Non, parce que c'est vrai, parce que lui, il fait partie des personnalités que mine de rien, j'apprécie beaucoup dans son travail. Parce que je pense qu'il n'a pas écouté beaucoup qui lui ont dit. Je t'ai tu. Qui lui ont dit, ouais, fais pas ce que tu fais. C'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas aux États-Unis. Je sais pas. Mais en fait, en réalité, pour qui, voilà, te prends pour qui et tout, etc. Mais sauf que maintenant, t'as Je me prends pour moi. justement, Killers, qu'elle t'a introduit. Merci, Donc, voilà, justement, raconte-nous un petit peu ton parcours. Mais en fait, ça me fait sourire quand je l'entends parler. Parce que moi aussi, je suis issu de cursus normal, des parents qui n'ont pas forcément de gros moyens, mais qui m'ont toujours, mine de rien, et je les remercie pour ça, fait confiance et ils ont essayé de me donner des bases d'éducation en me disant que tu peux être qui tu veux être. L'essentiel, c'est d'être quelqu'un de bon, de bienveillant et d'authentique, surtout l'authenticité. C'est important. Et du coup, pour rebondir direct sur ce qu'il a dit, j'ai été bercé par, à l'époque, on connaît tous BET, l'époque, on a grandi avec cette époque-là. Tout ce qui est zouk ici, aux Antilles, mais en même temps, j'avais cette envie toujours d'internationaliser tout ce que je faisais parce que je me disais, mais en fait, c'est bien ce qu'on fait, mais pourquoi tout le monde ne l'écoute pas dans le monde? Et pourquoi on ne peut pas mélanger ça avec ça? On peut faire, en fait, et donc, je suis arrivé comme une espèce de fourmi dans le game. Et à l'époque, à la base, je devais être footballeur pro, rien à voir. Quel poste? Avec le Pôle Sport, on nous apprenait à jouer partout, mais j'aimais jouer devant. J'aimais frapper fort. Au neuf. Voilà. D'où mon nom un peu Killers. Mais voilà. Ça à l'époque. Ouais, j'ai cassé le bras d'un mec, malheureusement. Adriano. En gros, en fait, malheureusement, à mes 15 ans, où j'étais suivi par les Girondins de Bordeaux, le TFC et tout, ma mère a eu une leucémie. Et mon père n'était pas présent, il avait quelques problèmes. Du coup, la musique a toujours été mon berceau. Et donc, je me suis réfugié dedans. Et j'ai commencé à mixer pour des anniversaires d'amis qu'on avait en commun, des bonhommes, des trucs. Et je voyais l'énergie positive que ça dégageait. Parce que j'adorais la musique. Je regardais BET toute la journée. J'écoutais les derniers. J'allais chez Sun Records à l'époque, acheter des CD, utiliser mes économies, les jobs que je faisais pour acheter des CD et tout. Donc, de fil en aiguille, d'écouter du son, de mélanger ça avec ça. À l'époque, on mélangeait 2 lecteurs CD, on branchait ça. Il n'y avait pas de platine, j'avais pas les moyens déjà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu l'énergie que ça faisait. Et j'ai une pensée pour des amis qui ont d'ailleurs plus de 10 ans plus que moi, du quartier. Charlie Védérine, Eddie Hurley, ancien footballeur professionnel, Patrick Persin aussi. Ce sont des mecs qui m'ont entendu mixer.
Parce qu'en plus de jouer au foot, quand j'allais en sélection, ils me disaient « Ah, retire tes écouteurs, machin ». Donc je me dis « Ouais, mais regarde Patrick, écoute ». Et en fait, ces gars-là m'ont donné ma chance, m'ont permis de mixer au début. Et ma première soirée, je m'en souviens comme c'était hier, j'arrive au club, j'avais pas les moyens d'acheter déjà les ordinateurs, les premiers Mac en 2008-2009. Moi, j'avais toujours des pochettes CD. J'avais une vieille platine rouillée que j'avais achetée au Brocante et tout. Mais malheureusement, ça saute, ça chauffe. Et j'avais DJ Jeda, un grand DJ de l'époque, qui aimait déjà ma façon de mixer et tout. On se connaissait par des amis. Et je mixe. Et malheureusement, ça bug un peu. Et je ne vais pas nommer les DJ qui mixent avec moi. Ils se disent « Ah, mais sorti là, son café n'est pas bon. Ou les mixer, machin. Dis-moi, c'est sorti là. » Ouais. J'étais très triste, mais j'arrivais déjà avec un style avant-gardiste. J'ai des cheveux plus longs que ça, mais toute ma tête. Le style à la Lilboro. Un jour, je pouvais m'habiller pantalon ciré, t-shirt col V. Un autre jour, j'arrivais oversize. Bref, j'ai toujours été bercé par la mode. J'ai toujours aimé ça. Pas avec les moyens, mais je me débrouillais, tu vois, pour couper mes vêtements tout seul, faire des trucs, bref. Et à la fin de cette soirée, je descends tout penaud, tout triste. Je suis à peine majeur. Je dis, bon, j'ai voulu me lancer dans ça. On m'a donné ma chance en soirée, mais ça s'est pas bien passé. Et tous les plus gros orgas de l'époque, Gaël n'était même pas encore organisateur, ils me disent, écoute, il y a un top 10 des meilleurs DJ caribéens. Tu peux me les citer? Donc j'essaye de trouver dans ma tête, parce que, à part Gilles que je connaissais, Jeff, Jackson, je ne connaissais pas trop. Ils m'ont donné 10 noms. Ils m'ont dit, mais tu sais quoi, tu ne seras jamais dedans. Okay. Arrête avec ça tout de suite. Ton style avant-gardiste, tu veux parler au micro. Déjà, personne ne parle au micro en Martinique. Tu veux parler en anglais, ça ne sert à rien. Tu veux mélanger du Kassav avec... c'est quoi ces artistes-là? À l'époque, Kalash était encore dans l'underground. Je voulais mettre des sons à lui en soirée. Je voulais jouer des sons d'autres artistes underground parce qu'il y avait les crews à l'époque. J'essaie de mixer des nouveautés avec des anciennetés, des choses... Ah, ta façon de mixer, ça va pas prendre. Et puis, tu joues pour foot, tu fais pas des études. Ouais, derrière moi. Ouais. Du coup, belle réponse quand même. Ben, il y en a eu plein des réponses. Parce que, tu sais, à l'époque, ma grand-mère, qui est l'un de mes moteurs, me disait « Rien n'est impossible à celui qui croit ». C'est une parole religieuse. Et... Là, sur mon Insta, ma phrase, c'est « Credo in occulto est ». Et en latin, ça veut dire « Le secret, c'est d'y croire ». Voilà. Okay. Et je me suis toujours dit quelque chose. Si tu peux visualiser quelque chose, si tu en as réellement envie, il ne faut pas rêver, il faut que ça t'empêche de dormir. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça fait, Bercy, Zénith? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a ton histoire? Tu me dis que tu galérais avec les platines. Je n'avais pas les moyens, clairement. J'ai eu mon premier Mac en 2011. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de des salles? Tu vois, c'est des big trucs, frérot. Ben là, je me souviens, c'est mon introduction. Parce que, j'ai eu la chance d'accompagner Kalash sur ses 3 plus gros concerts de sa carrière. Olympia, Zénith et Bercy, où j'ai été annoncé, ça fait plaisir, et d'avoir plus de 45 minutes de show tout seul, et de performer sur scène, ça le comble, parce qu'en fait, il ne me fait pas passer, genre, pendant que les gens arrivent, j'ai vraiment un créneau, et ça fait vraiment plaisir, et de voir plus de 20 000 personnes avec les flashs allumés, qui crient et tout, et... C'est énorme et c'est une adrénaline énorme. Pour la petite anecdote, j'étais vraiment malade ce jour-là. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour faire ce show, mais je l'ai fait avec le cœur et surtout pour nous représenter, pour montrer qu'un petit Antillais qui n'avait pas de gros moyens, qui est parti de rien, à qui on disait que ce ne serait pas possible pour lui, a fait déjà un Olympia, un Zénith, un Bercy et 2 hippodromes de Vincennes. Donc, Dieu merci. Voilà. Les gars, comme l'émission va pas tarder à toucher à sa fin, j'ai trouvé sympa de récupérer une petite vidéo que tu avais sur ton compte Insta. Donc c'est un petit peu la récap du Baka Festival de 2022 et on va regarder ça tout de suite. I shall prove that there exists a psychological technique by which dreams may be interpreted, and that upon the application of this method, every dream will show itself to be a sentient structure. 1, 2, 1, 2. Too much remember when you go 911, clear the road, figure when you go down, Melly, back it up, like it in the water. I was about to say, what, let me see, take some more, tell me, let's make some noise for Mada's gifted son, DJ Killers! Non. La bagarre, c'est ça va. C'est tous les bons
contact en Belgique. Pour l'argent, j'ai pas masse, et pour ma pétage, j'ai tout ce qu'elle désire tant que ça s'arrache. Je dépense toute l'année, faut que j'exagère. On réfléchit mieux quand y a plus d'argent. Brolique, caché sous l'étagère. Pour nous conscientiser, c'est déjà trop tard. Dis-les, voler, tout le monde le fait chez moi. Mais t'es plus bien vu si t'as Pouka. Putain de merde, le plan est gâté. Je suis en full, qu'est-ce ça là, même en perte. Y'a plus de chop, Merlich, on va pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe. Faut que je la chope. Merci pour sur la Macana. Faites du bruit pour les CRS, faites du bruit pour les QLF, faites du bruit pour Crazy, pour mon photographe, pour ma femme, pour tous mes amis qui étaient là ce soir. Merci à vous. On finit sur ça, les gars. Est-ce que vous nous promettez mieux ou quoi? Est-ce que vous nous promettez mieux? L'objectif, c'est de toujours aller plus loin. Moi, je suis quelqu'un de toujours satisfait. Yes. Si je fais un truc, je passe au next step après. Yes, super. Merci à vous Merci pour à vous l'invitation. pour l'invitation. Super les Merci gars, à vous de la Begel, continuation. Kilos, merci les gars, on a passé une super moment. On a même dépassé le temps les gars, tellement on était bien. Je vous donne, on se donne rendez-vous du coup au prochain Vaca Festival Merci. qui aura lieu au début du mois d'août. Et puis sinon nous, on donne à nos téléspectateurs rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de Check One. Big Portez-vous up Check bien. One. Gang. Portez-vous bien.